Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue absence pour un nouveau test vidéo. C'est celui de ce fat bike pliant électrique. C'est le Fido M1. Alors si vous suivez le site, vous avez peut-être déjà vu la version texte de ce test. Aujourd'hui, c'est la vidéo. J'ai eu le vélo courant février, il me semble. J'ai publié le test début mars. Entre-temps, il y a eu le confinement, tous les événements qu'on connaît. C'est pour ça que cette vidéo n'arrive que maintenant. La bonne nouvelle, c'est que ça m'a permis de passer un peu plus de temps au guidon du M1 et donc d'avoir un avis peut-être un peu plus circonstancié. Donc comme toujours dans ces tests vidéo, je vous propose d'abord un petit passage en revue des caractéristiques du vélo, de son design et de ses performances et de ses prestations. Et puis ensuite, j'essaie de vous donner un peu mon avis, mon ressenti sur le produit, sa qualité et les scénarios d'usage qui me semblent intéressants ou pas avec un tel engin. La question, elle se pose particulièrement pour ce vélo-là, parce que c'est pas forcément un concept qu'on attendait au départ. En tout cas, c'est pas un concept que moi j'attendais au départ. Le fat bike pliant électrique, la combinaison des trois. Fat bike, je vois bien. Okay, c'est les vélos format VTT avec des pneus larges, utilisés pour rouler souvent au bord de la mer pour pouvoir passer dans du sable ou en montagne, pourquoi pas pour rouler sur de la neige avec des pneus cloutés. Électrique, pas besoin de vous faire un dessin, mais pliant, c'était une première pour moi. Et là en plus, on est sur un fat bike de dimension assez compacte. Vous voyez qu'en longueur, il est beaucoup plus court qu'un VTT standard au format 27,5 ou 29, comme ce qui se vend maintenant chez nous. Et on est sur des roues 20 pouces de diamètre, donc plus petit en longueur, plus petit sur les roues, cadre plus petit de façon générale, et surtout cadre pliant ici par le milieu. Et donc ici, on a une charnière qui s'ouvre, enfin une protection qui s'ouvre et qui nous permet d'accéder à la charnière et on peut plier le vélo en deux. L'idée, c'est évidemment de pouvoir le transporter plus facilement dans un coffre de voiture ou le rentrer chez soi dans un appartement ou pourquoi pas le prendre avec soi dans les transports en commun en sachant tout de même que le vélo fait 25 kg, donc le manipuler n'est pas forcément super confortable. Donc ce concept au départ, voilà, j'étais pas forcément, j'étais un peu dubitatif, je me demandais quel était l'intérêt. Après quelques semaines, quelques mois passés à rouler avec, c'est vraiment un vélo qui est attachant, c'est vraiment un vélo qui est agréable, et je me rends compte qu'il y a des tas de situations dans lesquelles j'aimerais l'avoir. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément les situations que je rencontre au quotidien, mais on verra ça au fil du test. Ok, donc on va d'abord commencer par un passage en revue des caractéristiques. Au niveau de la partie électrique, on a un moteur 250 watts en roue arrière. Le moteur, il est actionné par un capteur de pédalage. Donc on est sur une assistance qui est un peu en mode on-off. Vous tournez les pédales, le moteur se met en route. Ce n'est pas un capteur de puissance qui va moduler l'assistance électrique en fonction de l'intensité du pédalage. Ça, c'est réservé à des vélos plus haut de gamme. Je vous rappelle qu'on est sur un vélo qui est vendu entre 800 et 900 euros. On a une batterie 12,5 ampères qui est située ici dans le cadre. Bonne nouvelle, elle est amovible. Donc on peut laisser le vélo dans son garage et prendre la batterie avec soi et l'emmener pour la recharger dans son appartement par exemple. Cette batterie, elle est censée donner 60 à 70 km d'autonomie théorique selon le fabricant. Dans la pratique, on verra que l'autonomie elle est plutôt de l'ordre de 30 à 40 km, mais ça va dépendre de la façon dont vous utilisez les différents modes d'assistance. Au niveau des roues, je l'ai dit, roue diamètre 20 pouces, 4 pouces de large, donc on est vraiment sur un format fat bike. On a un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses à l'arrière. Donc Shimano tourné, c'est l'entrée de gamme de Shimano, mais ça fonctionne bien, c'est ce qu'on trouve sur la plupart des vélos de supermarché. On a des freins à disque de l'autre côté, avant et arrière, avec des petites plaquettes. C'est des freins no-name, évidemment c'est des freins mécaniques sur cette gamme de prix, on n'est pas du tout sur un circuit hydraulique, mais le freinage a le mérite d'exister. On a ici une suspension arrière. On en a déjà croisé sur les vélos Fido, on en a croisé aussi sur le Same Bike LO26 qui est un autre vélo chinois dont vous avez peut-être vu le test déjà sur Giro News. On a une suspension ici à l'avant, c'est vraiment l'entrée de gamme de la suspension, mais elle est légèrement réglable ici, on peut régler la dureté. Honnêtement, vous laisserez probablement au niveau le plus souple, à moins que vous souhaitiez la bloquer. Pour moi, c'est les deux seuls stades intéressants, les niveaux intermédiaires n'apportent rien, la sensibilité n'est pas assez élevée. Donc par principe, on va la laisser sur le mode le plus souple. Cette vitesse à l'arrière, un unique plateau évidemment ici. Et au niveau du guidon, on retrouve la poignée du dérailleur, donc Shimano tourné. La gâchette d'accélération qu'on retrouve sur la plupart des vélos électriques d'origine chinoise, qui, je vous le rappelle, fait sortir de la catégorie proprement dite des VAE pour entrer en celle des cyclomoteurs. En principe, vous n'êtes pas censé avoir une gâchette d'accélération sur un vélo électrique en France. Donc, si jamais vous voulez l'utiliser sur la voie publique, sachez que le vélo n'est pas homologué. Et merci pour le moustique tic qui vient de m'attaquer.
Donc cette poignée d'accélération, qui est en tout cas très agréable à utiliser, mais voilà, il faut que vous sachiez qu'elle n'est pas forcément homologuée. On a un petit compteur qui est assez récent chez Fido, on le retrouve sur le D4S de mémoire et puis sur le nouveau D11 là, qui fait l'objet d'une campagne Indiegogo. Ce compteur, il nous donne la vitesse instantanée, le kilométrage parcouru depuis les débuts du vélo, et on a aussi un deuxième odomètre qui est à la session, à chaque fois que vous allumez le vélo. Un bouton qui permet de jongler entre les 3 modes d'assistance, donc 1, 2, 3, et on a une petite commande ici qui permet d'actionner le phare uniquement à l'avant, et le klaxon. Okay. À l'arrière, pas de phare, on a juste un catadioptre sous la selle. Voilà, de façon assez rapide, le tour des caractéristiques. Il faut que je termine quand même par un ou deux éléments. La selle, ici, est réglable en hauteur. Elle est d'ailleurs assez confortable, enfin elle est ordinaire mais pas du tout désagréable. Le guidon, par contre, n'est pas réglable en hauteur. Il est pliable, enfin il se replie, pardon, à ce niveau-là, mais il n'est pas réglable en hauteur. Donc si vous êtes très grand, très clairement, ce vélo ne sera pas très pratique pour vous. Et puis vous aurez noté ici qu'il y a une clé de contact qui pendouille. Cette clé de contact, elle permet, comme son nom l'indique, de mettre le contact, donc de mettre le vélo sous tension, et elle permet aussi de sortir la batterie de son logement. Au passage, enfin, on est sur un détail qui n'est pas vraiment gênant à l'usage, mais qui illustre bien quand même la faiblesse de certains vélos chinois par rapport à des marques, disons, européennes, ou en tout cas à des marques plus premium. C'est que le cylindre de cette clé, il passe précisément sous le faisceau des câbles ici. Donc en fait, on galère à aller mettre la clé dans son logement, on galère à la tourner. Et en plus, c'est particulièrement exposé aux éclaboussures, à la boue, à toutes les projections que vous allez pouvoir récupérer en roulant. Donc d'un point de vue ergonomique, pour moi c'est un non-sens. Non-sens doublé d'une deuxième erreur, c'est que le port de recharge, qui est situé de l'autre côté du vélo, ici, colle en fait la protubérance métallique qui sert de charnière, ce qui fait que on est obligé de forcer pour insérer l'adaptateur secteur de recharge. C'est pas du tout gênant une fois que vous le savez, on peut tout à fait recharger le vélo, mais c'est mal commode, ça donne l'impression de forcer là où ça devrait être un mouvement parfaitement fluide. C'est dommage, c'est à mon sens voilà, un défaut de ce vélo. Je parlais des projections, il faut bien noter que par défaut vous n'avez pas de garde-boue ni avant ni arrière, et avec des pneus très très larges comme ça, si jamais vous roulez sur un terrain gras, vous allez récupérer vraiment beaucoup de boue. On a fait le test ici, je suis dans le bois du Bourgail, si jamais il y a des Bordelais qui regardent, et au mois de mars je suis venu rouler un jour où il avait beaucoup plu. Je peux vous dire que je suis rentré, j'étais constellé de boue, encore plus qu'avec un VTT de taille standard. Ok, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour les caractéristiques. Maintenant, il faut que je vous parle un peu donc, de l'assistance électrique et des performances. Donc le vélo, il a un moteur 250 watts, c'est le moteur générique qui équipe tous les vélos Fido. Donc si vous en avez déjà conduit un, pas vraiment de surprise. 250 watts en 36 volts. L'assistance, elle se module sur 3 niveaux. Donc on a 1, 2, 3 au niveau du tableau de bord. Le niveau 1, vous êtes limité à 15 km/h, le niveau 2, 19-20 km/h, et le niveau 3, vous êtes limité à 23-24 km/h quand la batterie est pleine, jusqu'à peu près 30% de charge, et là vous allez avoir une vitesse de pointe qui va commencer à diminuer. Si on devait schématiser, on pourrait dire que la puissance, elle se module, vous avez 50% au niveau 1, 75% au niveau 2, 100% au niveau 3, et en utilisant la poignée ici, vous allez sentir que vous avez un léger boost d'accélération par rapport à l'assistance qui est fournie par le pédalage. En fait, l'utilisation de la poignée d'accélérateur va vous donner, disons, 125% si je reste sur la même logique. Ces chiffres-là, c'est moi qui les extrapole. Hein. C'est peut-être le ratio est peut-être différent, c'est peut-être, je sais pas, 50, 60, 70, 80. Mais c'est pour que vous ayez cette idée. Il y a des paliers progressifs et en fait, la poignée d'accélérateur ici vous donne un léger surcroît de puissance. Ce qui va être utile, par exemple, si vous roulez à l'assistance au pédalage, mais que vous arrivez dans une côte et vous avez besoin de vous élancer un peu plus, bah vous allez probablement être tenté d'appuyer sur la poignée d'accélérateur pour avoir un petit surcroît de peps. Okay, donc la vitesse de pointe, très clairement, elle est de toute façon bridée par construction à 24 km/h. Il y a une manip qui permet de débrider le vélo pour atteindre 30-31 km/h, à partir du principe que vous ne souhaitez pas le faire, puisque c'est interdit d'avoir un vélo électrique qui va à plus de 25 en France. Mais si jamais vous y tenez vraiment, j'expliquerai peut-être dans les commentaires comment on peut faire. Voilà, au niveau de la puissance, alors très clairement c'est pas un foudre de guerre, hein, 250 watts alimenté en 36 volts, il ne faut pas en attendre des performances démentielles, d'autant que vous avez quand même une surface de contact qui est importante,
et des roues pas forcément très grandes, avec lesquelles vous allez peut-être rouler un peu sous-gonflé. Donc quand vous arrivez dans une pente un peu prononcée, l'assistance fait très clairement le boulot, mais par contre vous n'allez pas rouler à la vitesse de pointe, vous allez très vite vous retrouver à 10-15 km/h. Alors j'ai pas pu tester sur une dune, je pense que sur une dune très clairement le modèle montre ses limites, mais sur un chemin gravillonné par exemple sur lequel vous risquez de perdre de l'adhérence avec un vélo normal, ici vous gardez le bénéfice de l'adhérence grâce au roulage, et vous avez quand même le soutien du moteur qui est assez sensible. Au niveau de l'autonomie, je l'ai dit, je crois, la batterie fait 12,5 Ah. C'est, à titre de comparaison, c'est la capacité de la M365 Pro dans le monde des trottinettes. Donc c'est une capacité qui est tout à fait correcte pour un vélo de ce type, encore une fois, dans cette gamme de prix. L'autonomie annoncée, donc théorique, 60-70 km. Dans les faits, moi j'obtiens plutôt 35 km d'autonomie réelle en étant tout le temps avec l'assistance maximale, c'est-à-dire niveau 3, et en utilisant de temps en temps la gâchette d'accélération, notamment je vous disais les aides au démarrage, ou pourquoi pas dans des côtes pour me donner un surcroît de puissance. Donc moi je trouve ça très honnête, compte tenu du positionnement prix du vélo et de ses caractéristiques. Voilà, c'est très honnête, le pari me semble plutôt bien rempli. La recharge se fait en 2 ampères de mémoire, j'ai pas le chargeur avec moi, mais donc elle est assez longue, hein, il faut compter au moins 5-6 heures pour faire la charge complète du vélo. C'est un tout petit adaptateur standard sur lequel vous avez le système de lumière rouge en charge qui devient verte quand la charge est terminée. Là-dessus, pas grand-chose à signaler. Écoutez, voilà, je pense que ça conclut à peu près ce que je voulais en dire sur le plan des performances, sur le plan de l'autonomie. Reste à parler du confort et de l'agrément, qui est finalement le point le plus intéressant. Alors, je commence peut-être par les éléments un peu factuels. Les pneus font très bien leur boulot. C'est des pneus larges, donc vous avez une très bonne adhérence et surtout vous avez du confort parce que vous n'êtes pas obligé de les gonfler à bloc. Donc ça absorbe pas mal les défauts de la route. Les suspensions avant et arrière sont beaucoup plus anecdotiques. Honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'elles se justifient sur un vélo de ce type-là. Il me semble que je le disais dans le test du D3S de la même marque. Ça va peut-être gommer un peu les aspérités de la route, mais voilà, c'est pas indispensable, d'autant que ça vient alourdir le vélo. Donc bon, là-dessus, voilà, peut-être c'est un argument qui fait certainement très bien sur les fiches produits, c'est séduisant au premier abord, mais finalement pas forcément indispensable à l'usage. Cela dit, tout mis bout à bout, grâce à ces roues, ces suspensions, ça selle. Une fois que vous l'avez réglé à votre taille, c'est vraiment un vélo qui est confortable et agréable à utiliser. C'est le vélo que j'aimerais avoir dans les Landes, pour me balader sur les petites pistes cyclables qui sont de temps en temps traversées par du sable. C'est le vélo que j'aimerais avoir sur l'île d'Oléron, dans des coins comme ça, où on est très vite amené à faire du vélo en forêt, à passer dans du sable et tout. C'est là-dessus vraiment un bon vélo de balade. Maintenant, est-ce que c'est un vélo utile au quotidien? Honnêtement, habitant dans un environnement urbain et utilisant plutôt mes engins électriques pour des déplacements en ville entre 2 et 10 km, je pense que c'est pas le meilleur vélo pour faire le job. Il est bien, très confortable, très agréable, très ludique, mais c'est pas sa raison d'être, c'est pas sa vocation première, et du coup c'est pas là que vous l'exploiterez le mieux, d'autant que il fait quand même 25 kg, et en dépit de son système de pliage ici, il est quand même assez malaisé à manier. Pour venir ici, par exemple, moi je l'ai chargé dans la voiture. Aujourd'hui j'ai un monospace. Quand j'avais publié le test en début d'année, on avait une citadine, j'avais réussi à le rentrer dans le coffre et il avait fallu que je baisse la banquette arrière et ça avait été très laborieux. Là dans un monospace, j'ai pas de problème de place, évidemment, j'ouvre le coffre, ça rentre tout seul. Mais par contre, il faut quand même se trimballer les 25 kg du vélo, d'autant que quand vous le pliez, il n'y a pas de système pour maintenir les deux parties ensemble. Donc il va falloir que vous trouviez une bonne prise. D'ailleurs à ce niveau-là, la poignée qui est ici est très utile. Mais il va falloir que vous trouviez, alors est-ce que c'est au niveau de la fourche, est-ce que c'est au niveau du guidon, mais une prise pour que le vélo ne vous échappe pas des mains, qu'il n'y ait pas une roue qui se mette à tourner et qui vous coince le doigt au moment où vous le manipulez. Une fois que vous avez pris le coup de main et que vous êtes habitué, ça va. Mais honnêtement, au premier contact, c'est pas forcément super agréable. Donc voilà, si vous voulez un vélo vraiment compact, fait pour la ville ou fait pour des usages d'intermodalité, il y a dans la gamme Fido des vélos qui sont beaucoup plus adaptés, mais dans ce cas-là, c'est pas d'un fat bike que vous avez besoin. Vous voyez, toute la dualité, et toute l'interrogation que j'avais un peu au départ, finalement elle est là. C'est pourquoi faire un fat bike qui par définition va être un vélo à utiliser dans les grands espaces pour des grandes balades, pourquoi forcément le faire pliant? Dans mon cas de figure, ça répond pas à mon besoin. C'est très agréable, c'est un vélo que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas celui que j'utiliserai au quotidien. Maintenant, à vous de voir en fonction de vos usages. Si vous habitez peut-être
en campagne, si vous habitez au bord de la mer ou autre, il y a des cas où ça peut devenir nettement plus intéressant, voire nettement plus utile d'avoir ce vélo. En tout cas, sur le plan du design, perso, je le trouve très réussi. Je trouve que c'est vraiment un joli vélo. Et étonnamment, j'ai eu pas mal de compliments dessus, des gens qui passent, là, notamment ici en tournant cette vidéo, et qui s'arrêtent, qui me demandent, voilà, qui veulent en savoir un peu plus parce que ce format les intrigue. Donc il y a un effet séduction qui est pas mal. Vraiment sur le confort de la balade, c'est plutôt top. Sur le côté prestation, hormis les suspensions qui sont à mon avis un peu dispensables, le boulot est bien fait, étant entendu qu'on est sur une gamme de prix où on n'a pas des attentes démesurées. Voilà, ça reste un moteur électrique en roue arrière avec un simple capteur de pédalage. C'est pas du tout le même niveau, la même souplesse qu'un moteur central avec un vrai capteur de puissance type moteur Bosch. Mais voilà, vous êtes sur un vélo qui est vendu notamment sur Geekbuying, selon les codes promo et tout, sur lesquels j'essaie d'ailleurs de maintenir le site à jour. Donc passez voir régulièrement sur Giro News si jamais ce vélo vous intéresse pour avoir le dernier code du moment. C'est un vélo qui est vendu entre 800 et 900 € avec en principe une livraison en 3-4 jours depuis leurs entrepôts européens. Donc rapport qualité-prix, perso, j'ai pas vraiment de reproches à lui faire. Il y a toujours une inconnue qui est celle de la fiabilité sur ces vélos-là, mais jusqu'à maintenant, moi j'ai pas eu de soucis avec celui-ci. L'avantage, c'est qu'on est quand même sur des composants qui sont assez génériques, donc si vous êtes un peu bricoleur, en principe, les pannes ou même les éléments mécaniques sont assez faciles à remplacer. Si par exemple vous voulez changer les pneus ou autre, il n'y a aucun problème, il suffit juste de reprendre les mêmes dimensions, mais changer les freins, pourquoi pas changer la batterie ou autre, c'est faisable à partir du moment où vous êtes à l'aise avec le bricolage d'un vélo en général et d'un vélo électrique en particulier. Et voilà, j'espère que ce test vous aura plu, vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce Fido M1, peut-être vous aura donné envie de l'essayer ou d'en savoir un peu plus. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter la version texte de ce test sur Giro News. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Salut!